Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Bonjour Sarah Gréby, Bonjour Fatine. bienvenue dans ce podcast dédié aux immigrants, aux entrepreneurs immigrants au Canada. Sarah, en quelques mots, je rappelle que tu es d'origine tunisienne. Tu es née, tu as grandi et tu as étudié en France avant de décider de t'envoler de tes propres ailes et de voler de tes propres ailes et d'aller vivre une nouvelle expérience au Canada. Donc, tu t'es installée à Montréal. Cela fait maintenant 14 ans que tu es installée ici. Et je rappelle qu'actuellement, tu es la fondatrice de Lou une robe. Exactement, exactement. Merci Fatine pour la présentation. Bah, c'est normal. Alors, pour commencer, racontons un peu les raisons qui t'ont poussé à venir au Canada. Au fait, au départ, c'était pour avoir une expérience à l'international. J'avais une amie qui avait de la difficulté à trouver du travail en France. C'était une Française d'origine marocaine qui portait le foulard et elle avait vraiment de la difficulté à trouver de la job. Elle avait 2 DESS, c'était une grosse tête là, je veux dire, dans le sens où elle était vraiment, c'était une fille très bonne, mais elle ne trouvait pas de job. Et puis elle m'a dit, viens, on va aller à l'ambassade du Canada, ils sont en train de faire des réunions d'information pour immigrer. J'étais comme moi, le Canada, moi, pas vraiment. On verra. J'aimais beaucoup les États-Unis. J'avais déjà une de mes meilleures amies qui était là-bas. Et en fait, j'y suis allée, mais vraiment sans m'attendre à rien du tout. Là, j'y suis allée. J'ai adoré ce que j'ai eu à découvrir par rapport au Canada. Oui. Et puis, ça s'est fait vraiment comme ça, en fait. J'ai proposé 3 candidatures, une au Canada, une aux États-Unis et une en France, parce que je voulais encore donner une chance à la France de me garder. Mais au final, c'est le Canada qui a pris. Et donc, j'avais trouvé un job. Et pour moi, c'était 6 mois. Je venais vraiment juste pour 6 mois et ça fait 14 ans que je suis là. Justement, tu es partie 6 mois, finalement, tu es restée 14 ans. Qu'est-ce qui t'a autant séduit dans le Québec, dans ce pays? Je tiens à dire que je ne suis pas restée pour un homme parce que souvent on dit ah, est-ce qu'on est resté, est-ce qu'on est tombé en amour? J'ai dit oui, je suis tombée en amour, mais du Québec. Et vraiment parce que je trouve qu'il y a une façon de faire, une façon d'être et une façon de vivre les choses qui est différente de ma vie, qui était différente à l'époque de ma vie à Paris. Et vraiment, je me suis sentie très rapidement chez moi. Et c'est comme ça, en fait, que l'histoire d'amour s'est concrétisée parce que j'avais 6 mois et je me suis dit, donne-toi à fond, tu visites un maximum de choses. De toute façon, tu rentres là, dans 6 mois, là, c'est clair que tu rentres. Là. Pour moi, c'était sûr et certain que je rentrais. Là, c'était comme même pas négociable. Je suis très proche de ma mère, je suis très proche de mes meilleurs amis. Donc, pour moi, la France, c'était mon pays. Et donc, j'en ai profité à fond, mais vraiment à fond pendant 6 mois. Mais voilà, je suis tombée en amour et donc je suis restée. Magnifique. Et en termes d'habitation, tu as trouvé facilement, tu m'as raconté que tu as opté pour de la colocation. Ça t'a facilité la tâche? Oui, parce que quand on part comme ça dans un pays qui n'est pas le nôtre, même s'il y a la langue qui est facile, au départ, pas tant, parce que c'était difficile pour moi de m'adapter à l'accent québécois. C'était vraiment dur pour mes oreilles de pouvoir comprendre, mais j'adore cet accent, c'est juste que je n'étais pas capable de comprendre au départ. Et je me disais, même s'il y a la langue, je ne veux pas rester seule en fait. Je connais personne, j'avais vraiment personne. Je veux dire, il n'y a pas de famille, pas d'amis, ni rien. Isolée. Donc, ouais, de se sentir isolé comme ça, c'est pas terrible. Donc, j'ai opté pour de la colocation. Je dis malheureusement dans le sens où je me suis retrouvée avec des Français, donc c'est dommage parce que je pense que quand on immigre, c'est aussi pour rencontrer des Québécois. C'est vraiment, à la base, j'aurais voulu être avec des Québécois. Je l'assume,
C'est arrivé que la colocation, c'était avec des Français, dont notamment le propriétaire était, ça faisait 20 ans qu'il était au Québec, il était limite québécois, là, on s'entend. Mais j'ai adoré parce que je ne me suis pas retrouvée seule, que j'ai pu. Moi, je suis quelqu'un qui partage ses repas, qui, tu sais, chez les Arabes, on a beaucoup ça, là, de partager nos repas et tout. Alors, c'est important pour moi de pouvoir le faire comme ça. Et ça m'a aidé à pas être isolée, tout simplement. Je pense que c'est important aussi quand on arrive en tant qu'immigrant de ne pas s'isoler. Déjà que l'immigration est très difficile. Puis moi, pour le coup, je n'étais pas arrivée avec un homme ou avec une famille ou avec des frères, des sœurs. Non, je suis vraiment arrivée seule. Donc non, je pense que quand on est immigrant et qu'on décide de venir tout seul, il vaut mieux se mettre en colocation, en tout cas pour les débuts. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais en venant, tu avais déjà un travail, déjà une Oui, proposition de travail. Et oui. c'est quelque chose qui t'a permis une meilleure immersion dans la culture canadienne. Exactement, surtout que c'était dans le tourisme d'affaires. À nouveau, c'était aussi une entreprise française qui était dirigée par une Française et il y avait sur les 6 employés, il devait y avoir un Québécois, mais en même temps, c'est ça qui est ça. Je suis arrivée, voilà, mais non, je me suis immergée, on dit bien immergée, Oui, oui, c'est c'est bien, bon, c'est c'est bien ça. ça, j'avais peur d'avoir fait un. Mais je me suis immergée très, très rapidement dans le travail et donc dans la culture du travail à la québécoise. Et puis ça, c'est important, je pense. Exactement. Même la langue, ça s'est délié rapidement. Assez rapidement, en fait, je le dirais, parce que comme c'était du tourisme d'affaires, que je prenais le téléphone pour écouter des gens de Tourisme Ottawa ou d'autres, c'était vraiment un cadre très privilégié. C'est sûr qu'au début, je comprenais vraiment rien. La pitié, je le dis dans l'anecdote, là, mais parce qu'il y avait des gens qui t'appelaient de partout au Québec, donc il y a des accents beaucoup plus durs à comprendre, surtout quand on est immigrant, là, oublie. Euh, mais ouais, je dirais que les 3 premiers mois, ça a été quand même hardos. C'était hard pour moi. Il a fallu que des fois, je passais directement le téléphone à mes collègues en disant, j'ai pas encore compris et tout. Mais maintenant, c'est facile pour moi, même les accents de n'importe où au Québec. Là, ça fait quand même 14 ans que je suis là. Ouais. Ouais, ouais. Écoute, donc tu as pris en fait 5 ans avant de te décider à faire ta résidence permanente finalement. Et tu as pris ça comme une trahison, ce que tu m'as raconté. Je reprends un petit peu tes mots, une trahison vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de la France, le pays qui t'a accueilli, on va dire, au début. Oui, effectivement. En fait, moi, j'étais vraiment venue pour 6 mois. Donc, dans ma tête, je rentrais. Mais au bout de 6 mois, j'aimais le Québec de la même façon que la France. Donc, je me suis dit, mais comment ça, en 6 mois, t'aimes un pays aussi fort que la France qui t'a accueilli avec le thé? Et je me suis dit, bah, c'est pas normal. Donc, il faut continuer cette relation, voir un peu où est-ce que ça s'en va. On Amen. va le, on va, bah, on va voir, on va lui donner une chance à cette relation d'exister. Puis il faut savoir que la fille qui, elle, m'avait dit, bah, écoute, moi, je veux aller au Québec, la fille qui portait le voile, c'est drôle parce que comme quoi le destin, c'est destin, on l'appellera comme on veut d'ailleurs, mais cette fille-là elle a payé pour faire sa résidence permanente. À l'époque, c'est 1000 $ à peu près, ce qui est une somme, on s'entend. Je suis arrivée avant elle avec un visa, puisqu'en tant que Français, on a le droit à des visas, on a des ententes avec le Québec. Puis encore une fois, moi, dans ma tête, c'était que 6 mois, donc je me suis dit, bah, c'est un visa de 6 mois, puis c'est bien correct comme ça. Finalement, j'ai commencé à faire des visas, à continuer à faire des visas, jusqu'au moment où j'avais plus le droit de faire des visas. Et j'ai fait un permis, pas un permis vacances-travail, un vrai permis, c'est-à-dire que je suis engagée avec une entreprise qui, elle, me sponsorise. Mais avant ça, ce que je veux dire par rapport à cette amie-là, c'est qu'elle, dans sa tête, elle allait rester. Elle a pris une résidence, elle a payé 1000 $, puis dans sa tête, elle allait rester. Elle est finalement arrivée 2 ans après moi, et elle est restée 7 mois. Et elle a dit, je ne peux pas. Et elle est repartie. Puis moi, j'ai mis 5 ans avant de faire ma résidence. Et pourquoi je l'ai pris comme une trahison? C'est parce que je me suis dit, j'étais persuadée de rentrer. Donc moi, ma mère, elle n'était pas contente que je vienne au départ. Elle était comme, oh, mais là, tu nous quittes. Mes amis, 2 de mes meilleures amies, ben, surtout une, Yacina, si tu m'entends, coucou. Mais, mais tu sais, c'est pas qu'elles m'ont fait culpabiliser parce que elle voulait pas, c'était pas ça qu'elle voulait faire, mais je me suis sentie un peu coupable de partir. Et je venais d'avoir un petit frère aussi
J'ai quand même une différence de 30 ans avec mon petit frère, donc c'est une histoire d'amour aussi pour mon petit frère. Et donc tout ça faisait que quand je quittais, j'avais vraiment l'impression de, effectivement, d'avoir été peut-être un peu égoïste, d'avoir trahi les miens et d'avoir trahi mon pays, parce que quand je suis tombée amoureuse du Québec, ben ouais, j'ai senti comme c'est pas cool, parce qu'au final, ben tu as fait tes études là-bas. J'aurais aimé rester avec ma famille, mais finalement, le destin on a voulu autrement. Puis c'est cool aussi. Je pense que dans la vie, il n'y a rien de tracé, il n'y a rien de coulé dans le béton. Je pense que moi, j'aime à dire que je suis une citoyenne du monde. Je me sens pas particulièrement française, particulièrement québécoise ou particulièrement tunisienne. Je me sens vraiment plus comme un être humain qui aime les gens et les gens l'aiment. Donc, à partir de là, bah, que je sois au Québec ou ailleurs, je crois que je ne me verrai pas ailleurs, mais c'est ici, quoi. Tu vois, donc, Ouais. je suis une citoyenne du monde. À te voir, hein, en train de parler peut-être de ta famille, de ton petit frère, je sens comme une petite amertume, hein, qui persiste. Est-ce que le sentiment de trahison persiste encore? Toujours, bien sûr, parce qu'au final, tu te dis, et puis si ma vie, elle avait été autrement, et puis si, parce que la famille, les liens de la famille, surtout quand on est immigrant, hein, c'est pas toujours évident de se retrouver seul. On rate les anniversaires des neveux et des nièces, on rate les anniversaires de nos parents, on rate les grandes fêtes, Noël ou l'Aïd, par exemple. Moi, je fais les deux. Hein. Moi, je fais toutes les fêtes d'ailleurs. Tant qu'il y a des fêtes, je les fais. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces fêtes-là qui te permettent de te reconnecter avec les tiens, le fait de ne pas y être, c'est sûr que bien sûr, il y a une certaine amertume. Mais est-ce que je regrette ma décision? Vraiment pas. Oui, je comprends. Je rappelle, Sarah Gribi, que tu es issue d'une famille de parents immigrants qui ont exercé des métiers assez durs. Ton papa ouvrier, ta maman qui était aussi femme de ménage. Euh, Est-ce que ça ne te met pas une sorte de pression, hein, de vouloir toujours donner le meilleur de toi-même pour, euh, comment te dire, concrétiser quelque chose qui soit à la hauteur des efforts de tes parents et puis euh, donner l'exemple un petit peu à la fratrie. Bah, oui, tout à fait, parce que, bon, en plus, moi, je suis quand même l'aînée de 5 enfants, donc c'est comme ça à nous d'ouvrir le chemin aux frères et sœurs. Donc, il y a ça. Puis, on l'a beaucoup, ça, chez les Arabes, de dire, bon, ben, t'es l'aîné, t'es le plus grand, t'es l'exemple à donner. Ça met une pression, veut pas, à l'aîné. Donc c'est sûr que ça m'a boosté à ce niveau-là. Même si au départ, j'ai essayé de me révolter contre ça plus jeune, dans le sens où bah, ma vie, c'est ma vie, puis si je la gâche, c'est la mienne, tu sais. Mais il y a toujours ce petit côté qui te ramène aux sources et un peu à ce que la famille te dit, j'ai envie de dire. Même si aujourd'hui, ce que je le fais principalement pour moi, pour me montrer aussi que je suis capable de faire les choses. Et aujourd'hui, ben, si j'inspire si j'ai pu inspirer une fois au moins mes frères et sœurs, mais je le vois que j'inspire d'autres personnes aujourd'hui. Puis, et ces jeunes-là m'inspirent elles aussi. Je veux dire, moi, mes frères et sœurs m'inspirent dans leur façon de faire, dans leur façon de gérer leur vie au quotidien. Donc, je crois que tout le monde est inspirant et tout le monde peut inspirer. Et ce qu'il faut faire, je pense que ce qui est important de faire, c'est toujours de prendre le bon de là où on se trouve et des gens avec lesquels et les gens qu'on côtoie. Donc pour moi, j'ai toujours voulu prendre ce qu'il y avait de mieux en France, ce qu'il y a de mieux chez les Arabes, et puis aujourd'hui ce qu'il y a de mieux chez les Québécois, et puis d'en faire un mix et puis de me faire ma propre vie en fait en fond de ça, mon propre way of life, comme diraient les Anglais. Mais c'est comme ça que je vois les choses en fait. Tout ça finalement a forgé un caractère assez fort, c'est ce qu'on ressent à te voir parler. Dans ton regard aussi, on sent une force, une détermination. C'est vraiment inspirant, je trouve. Merci, c'est gentil, mais je crois qu'effectivement, plus jeune, j'ai vécu des choses qui ont été très difficiles pour une jeune de voir et de vivre. Et je crois que ça m'a quand même aidée à être la femme que je suis aujourd'hui. Et puis, à me battre, moi, je m'estime une guerrière pour différentes raisons.
et que ce soit dans mon passé plus jeune, parce que moi, j'ai été victime de… même plus jeune, déjà, j'avais des problèmes. En fait, j'étais obèse, on va se le dire. J'ai été obèse, donc j'ai été extrêmement critiquée à l'école, bullied à l'école, etc. J'ai vécu des choses aussi par rapport à mes parents qui ne s'entendaient pas vraiment jusqu'au moment où ils ont divorcé. Et ça a été un relief pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à diminuer dans mon poids, puisque c'est ça, en fait, qui me faisait manger. Donc, je suis arrivée à être obèse à cause de ça, en fait. Mais une fois qu'ils ont divorcé, plus de problème. Donc, j'ai pu descendre un peu dans le poids. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense être la personne que je suis. C'est pour ça que je comprends mes clientes quand elles arrivent au showroom et qu'on parle du corps ou qu'on parle des petits complexes qu'on peut avoir. Je suis tellement dedans, j'ai tellement été dedans qu'aujourd'hui, tu me parles de poids, tu me parles de empathie cicatrices. envers ta cliente. Il y a beaucoup d'empathie et il y a beaucoup de… Puis, on ne se cachera pas, en fait, en plus de l'empathie, c'est vraiment de… Moi, quand je les aide à se sentir belles, au final, je me réconcilie avec la petite fille que j'ai été. Donc, c'est vraiment un échange avec ces personnes-là qui fait que moi, ça me console. Puis le but, c'est de les consoler, elles. Donc, au final, en fait, on en ressort là, moi et ces femmes-là, empowered. Je m'excuse du mot en anglais, mais on se sent… C'est une très, très belle relation et c'est une relation qui a tenu dans le temps avec mes clientes. Ça fait quand même 10 ans que je fais la location de robes de soirée et de tuxedo, parce qu'on fait aussi les hommes. Il faut savoir que les hommes aussi ont leurs complexes, on les voit moins, on les sent moins. Les hommes de notre âge, par exemple, entre 30 et 50 ans, sont moins complexés que les femmes, beaucoup, beaucoup moins. Mais je vois que dans notre jeunesse, nos jeunes garçons commencent à avoir des problèmes de complexes, de ne pas se sentir à la hauteur ou de ne pas se sentir super beau à cause d'Instagram, etc. Donc, j'essaye vraiment de détruire ça quand ces personnes-là viennent dans mon showroom et de leur montrer combien elles sont belles ces personnes-là, no matter what. Parce qu'en fait, tout le monde est beau, mais il faut savoir habiller le corps tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et souvent, le problème de la femme, c'est de se voir, elle se voit difforme en fait. Souvent, elle se regarde dans un miroir et puis soit elles se disent, je ne suis pas aussi belle que je… En fait, elles ne se voient pas belles. Beaucoup ne se voient pas aussi belles que moi, je les vois. Comme tu l'as dit, il est très, très important de faire attention à l'image que reflètent certains influenceurs ou certaines personnalités sur les réseaux sociaux où on montre des visages, voilà, où c'est pas du tout la réalité. Voilà. Non, je ne peux pas. Et alors, Sarah Griby, comment est venue l'idée d'entreprendre? Alors, à la base, je ne voulais pas faire de la location de robes de soirée. Pour moi, c'était d'aider les jeunes enfants à assurer en cours. Donc, c'était plutôt de créer une plateforme avec des profs et des élèves et de les aider tout simplement à exceller en maths, à exceller en physique, mais avec un tarif avantageux. Parce que étant issu d'une famille de 5 enfants, on s'entend que quand tu as 5 enfants et que tu as leur bac à passer ou peu importe, ça fait cher le petit prof à domicile. Donc, moi, je pensais à ça. Puis, je me suis dit, la location de robe, ça va être juste un tremplin pour pouvoir aller faire ça. Parce que ce que je voulais, c'était m'occuper des enfants. Et en fait, j'ai trouvé une superbe motivation avec la location de robe parce que quand les femmes sont venues me voir, dès les premiers mois, je me suis rendu compte qu'il y avait ce lien avec ces femmes-là, puis que moi, j'ai toujours voulu aider les enfants et les femmes, bien évidemment. Mais je me suis dit, si j'arrive à changer la mentalité de certaines femmes sur leur corps, je vais les aider aussi à mieux parler d'elles-mêmes et donc à donner une meilleure image à leurs petites filles qui les voient. Parce que souvent aussi, quand on parle de grossophobie, de problèmes, de petites filles qui ont des problèmes d'anorexie, de boulimie, etc., parfois, ça peut être aussi les parents qui disent des choses qu'eux pensent que c'est normal ou que c'était anodin. Mais si tu entends ta mère se plaindre toujours de son poids, qu'elle se sent grosse, qu'elle ne se sent pas belle, comment tu penses que ta fille va se sentir? Elle va se sentir grosse et pas belle elle aussi. Et moi, ce qui m'avait choquée il y a quelques temps de cela, c'était d'entendre une petite fille qui avait 13 ans et qui voulait absolument porter un string parce que tu comprends, si elle ne porte pas un string, elle va avoir une culotte. La culotte va faire 4 fesses et donc c'est moche 4 fesses. Puis je suis juste comme, est-ce qu'à 13 ans, tu pensais à porter un string ou une culotte? Non. Mais imagine si à 13 ans, elle pense ça.
Tu Ouais. vois? Donc c'est difficile parce qu'à 13 ans, elle ne devrait pas avoir ce genre de questionnement, en fait. Mm. Elle devrait juste s'habiller, puis être super cool et puis de se dire: «Tu sais quoi? Si j'ai envie de me salir, je vais courir dans je veux courir, je veux sauter», mais tu commences pas à te dire: «Est-ce que ça me fait 4 fesses ou pas?» Non. Enfin et juste ça, ça te fait dire qu'on est dans une société, de plus en plus, basée sur le physique, basée sur, on le voit avec les filtres aujourd'hui sur, Facebook, Instagram et cetera, où je trouve que c'est de plus en plus difficile d'être soi-même. Et imagine si moi, à mon âge, je trouve ça difficile, comment des jeunes de 12, 13 ans, 14 ans, ou même des fois à 8 ans, elles ont déjà Instagram. Bon, ça, c'est encore autre chose. Si les gens veulent laisser leurs enfants regarder ça, c'est un choix. Mais je trouve qu'on oublie très vite les dangers des réseaux sociaux et le danger d'aliéner en fait nos enfants. Ça devient une addiction que de vouloir suivre les, Oui. les- les tendances, les influenceurs, ce que fait celui-là, ce que fait l'autre. Ouais. Mais c'est souvent aussi le problème. Pas forcément les imperfections telles qu'elles sont. Bah, c'est ça le problème, c'est que par exemple, et puis j'ai rien contre Kim Kardashian, je l'aime bien, il y a plein de choses qu'elle fait de bien. Et puis après tout, si on la suit, c'est qu'on en a envie. Donc elle n'a pas à porter toute la responsabilité. Par contre, si moi, ma fille, j'ai pas d'enfant à l'heure actuelle, mais si ma fille de 13 ans regardait Kim Kardashian, c'est peut-être à moi quand même de lui interdire ça parce que Kim Kardashian, elle s'adresse à un public euh, comment j'ai envie de dire ça, c'est ce qu'on disait à la télé, public averti. Tu sais, à la télé, avant, même en France, je ne sais pas si au Québec c'était comme ça, mais tu avais des émissions de télé, puis on te disait en dessous de 12 ans, tu n'as pas le droit de regarder, en dessous de 18, tu n'as pas le droit. Enfin, et je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. Il y a des gens que tu ne devrais pas suivre à ton âge parce que ce qu'elle fait, c'est pour un public averti. Quand Kardashian se met les fesses à l'air ou les seins à l'air, ben, c'est pour un public qui est averti. Ce n'est pas fait pour une fille de 13 ans qui va se dire ah bah zut, j'ai pas encore fait mes seins, mais est-ce que je devrais peut-être les refaire? Parce qu'au final, c'est ça que ça va donner. C'est Ah que la fille va se donner comme objet, elle va penser que c'est normal de se refaire faire les seins. oui. Puis c'est normal si c'est ce que tu veux faire à 25 ans, 30 ans, whatever, l'âge, mais pas à 13. À 13 ans, on ne devrait pas se poser cette question. Et si on intègre ce genre de normalisation, eh ben, c'est là qu'on va avoir une société difficile en fait à satisfaire, d'où voilà, des problèmes de santé mentale ou quoi au caisse, mais en fait, on joue sur quelque chose qui est un peu difficile, moi je trouve, et voilà, mais ce n'était pas le but du sujet, donc je vais m'arrêter là. Ok. Mais je trouve que ça a quand même un rapport avec Je loue, ou loue une robe, parce que bon, on Oui. est en contact avec des adolescentes, des mamans hein, qui n'ont pas forcément des corps parfaits, qui ont envie d'être belles telles qu'elles sont. Mhm. Et l'effort que tu fais justement, c'est de leur donner cette confiance en leur donnant la pièce qu'il faut en fonction de leur morphologie, Exactement. teinte du visage, etc. C'est ça? Et de la personnalité, souvent, c'est même avec la personnalité. C'est-à-dire que moi, quand tu arrives dans notre magasin, on ne te fera pas essayer 50 robes. Entre 4 et 6 robes, généralement, on a déjà trouvé des robes parfaites pour l'événement, pour le corps, mais aussi pour ta personnalité. Parce que je peux te mettre une robe à 5 000. Si c'est pas toi, c'est pas toi. Même si elle vaut 5 000 $, ben, c'est pas toi. Donc Exact. peut-être qu'il vaut mieux aller dans une robe à 400 $ que je vais te louer 150 plutôt que d'aller à celle à 5 000 que je te loue 500, mais au final, c'est pas toi. Donc pourquoi aller dans des trucs extravagants? Donc je pense que c'est ça qui est important et c'est le service de louer une robe. C'est un service qui est personnalisé, c'est un service qui est bienveillant. On va te dire quand c'est beau, mais on doit aussi te dire quand ça l'est pas. Mais on est vraiment là pour toi du début à la fin et je crois que c'est ce qui a fait aussi notre force et notre savoir-faire, c'est effectivement de comprendre la femme ou l'homme qui est en face de nous, tout en intégrant dans notre façon de faire cette pression que la société exerce sur le corps de la femme. Exact. Euh, Sarah Griby, je rappelle encore une fois que tu es la fondatrice de Loue une robe, une entreprise de location de robe, telle que son nom l'indique. Euh, Oui. D'après ce que tu m'as raconté, il y a eu énormément de défis à braver durant ton parcours d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en parler, nous les rappeler, s'il te plaît?
Ben, le premier défi que je dirais, ben, c'est de se faire connaître, par exemple. Au départ, surtout que je n'ai pas fait mon cégep, mes études ici. Donc, bon, ben, tu pars à zéro, hein, de zéro. Tu n'as pas d'amis qui peuvent te référer, qui peuvent… Alors, j'ai appris ben, au début, là, je veux dire, vraiment, de tout le départ. Là. Puis, mes clients, ça a été vraiment des vrais clients, des clientes qui ont compris mon concept, qui ont adhéré au concept. Ce n'était pas forcément les amis qui venaient. Bah, d'abord, j'en avais pas 5000. Et puis, secondo, ben, c'est vraiment des clients qui venaient, qui avaient besoin, tout simplement. Donc, je trouve que ça, c'est cool. Ça aurait été le premier défi. Le deuxième, c'est que plus j'ai avancé, et plus, bien sûr, il y a eu des gens qui ont ouvert après moi, donc en location de robes de soirée. À nouveau, je n'ai rien inventé en location, dans le sens, je n'ai pas inventé la roue. La location, ça existait. Il y avait déjà des locations de tuxedo pour les hommes, etc. Mais en location pour les femmes, ce que j'ai inventé, c'est de dire, bah, déposez vos robes en consignation, puis on va vous donner 30% à chaque fois qu'elles sont louées. Ça n'existait pas du tout et c'est un concept que j'ai inventé, que j'ai amené et qui m'a permis de toucher de recevoir des prix ou d'être dans les lauréats du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, dans le REPAF et plein d'autres. Donc, c'est comme ça que j'ai aussi grandi au niveau de… C'est comme Comment? ça que tu t'es aussi forgé un nom et une Oui, réputation. exactement, exactement. Et puis, c'était vraiment quelque chose qui n'existait pas. Puis, j'aime dire que j'ai été le Uber de la robe avant qu'Uber ne s'installe à Montréal, parce que Uber s'est installé, je pense, si je ne dis pas de bêtises, en 2015 réellement. Puis, moi, c'est en 2012 que je faisais déjà de la location et de la consignation en disant, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec votre robe. Petit à petit, il y a eu de la compétition, ce qui aurait pu être très sain si on était tous… voilà, on est tous compétiteurs et il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai eu de la compétition qui m'a quand même frappé sous la ceinture avec des faux commentaires, avec des choses qui m'ont vraiment miné le moral. Faux commentaires, fausses affirmations, bon, anyways. Et, Et, hein, et et du harcèlement. harcèlement, oui, parce qu'il y a eu du harcèlement, effectivement, à ce moment-là. Euh, et puis après arrive le Covid. Donc là, le Covid, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, de grandiose. Tu as tout le monde, on est tous pas bien en fait. C'est vraiment difficile sur le mental, sur, sur les affaires. Hmm Sur l'énergie générale. général, non, puis moi j'ai tout perdu. Je veux dire, en 2020, j'ai perdu 90% de ma business. Là, j'avais plus rien. Et en fait, ben, c'est drôle, mais en même temps, c'était pas pire que ce qu'on m'avait fait avant. Alors moi, la pandémie, ça m'a royalement, excusez-moi du mot, fait chier, bien sûr, comme tout le monde. J'étais vraiment pas bien. Ça m'a miné le moral, ça m'a miné dans beaucoup de choses, mais beaucoup moins que ce qu'on m'avait fait au niveau du harcèlement. Donc, comme on dit, il y a une chose qui… Moi, je l'aime beaucoup, ce dicton, qui dit « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Et effectivement, vu que l'intimidation ne m'avait pas tuée, bah, quand la Covid est arrivée, je me suis dit, hey, c'est plus moi là. C'est plus, en plus, c'est même plus quelqu'un qui vient me faire. C'est comme tout le monde doit s'arrêter. C'est une catastrophe naturelle. Ça m'embêterait et ça me ferait super mal de tout arrêter, mais c'est plus de mon ressort. Oui. Ça, c'est la vie qui en a décidé autrement. Tout le monde, enfin, je veux dire, voilà. Et je crois que ça m'a quand même, pour ça, d'un autre côté, et c'est drôle, je le dis avec un grand sourire aujourd'hui, mais à l'époque, je n'étais pas si souriante. Mais je remercie ma compétition d'avoir fait ce qu'ils ont fait, parce que ça m'a toujours poussée à exceller, à me dire, bah, tu sais quoi, vous n'aimez pas ce que je fais? Vous n'aimez pas que les gens disent qu'ils préfèrent chez nous? Pas de problème, je vais continuer encore mieux. Juste parce qu'il fallait que… Voilà. Et aujourd'hui, ça m'a aidé, en fait, cette compétition déloyale, parce que la pandémie, j'ai réussi à retourner des choses dans ma tête et à me dire, tu sais quoi, Sarah, trouve des solutions, tu es en mode solution, tu n'es plus en mode je ne sais pas quoi. Il y a des solutions. Et les solutions, je les ai trouvées grâce à ici. Et en fait, j'ai pu… non, c'est vrai, tu sais, je veux dire, j'ai un cerveau, il faut bien que je l'utilise de temps en temps. Je l'utilise pas souvent, je rigole. Mais j'aime bien rigoler. Mais je suis très sérieuse dans mon travail. Mais non, mais sérieusement, je l'ai utilisé. Puis c'est comme ça que j'ai fait une alliance avec le Sheraton de Montréal. Je savais qu'ils avaient des salles vides. Moi, j'ai besoin d'un loyer un peu plus décent. Alors, on a fait un partenariat où je les ai bien évidemment, j'ai payé un loyer, mais déjà, je me sentais moins prise à la gorge. Et puis, aujourd'hui, ça va super bien. On a repris, mais grave, 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 comme je suis vraiment
merci la vie. Je suis en recherche d'employés parce que ça, c'est l'autre partie un peu moins réjouissante, mais tout arrive à point à qui sait attendre. Par rapport à la Covid, j'aimerais juste y revenir un petit point. Tu m'as dit que tu as pu quand même sortir la tête de l'eau grâce à une nouvelle idée, c'est de mettre en vente des robes de mariée. En mettre en location des robes de En mariée, location, effectivement. pardon, oui. Oui, 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 c'était de la location. Effectivement, parce que comme je disais, j'ai inventé le système de consignation. Alors, j'ai aussi investi de l'argent. Bien sûr, j'ai acheté mes propres robes de mariée et j'ai proposé aux dames qui avaient des robes de mariée qui dormaient dans leur placard de les louer pour elles. Et ça m'a vraiment permis de sortir, mais vraiment, vraiment la tête de l'eau, là, c'est de pouvoir louer ces belles pièces-là. Ça m'a permis de rester bénéficiaire en 2021, là où j'avais tout perdu en 2020. Mais j'arrivais à rester équilibrée pour 2021 et 2022 va être très excellente. Et donc, c'est une source je vais y arriver, de satisfaction pour toi, le fait d'avoir pu t'en sortir dans une situation aussi délicate, aussi compliquée pour tous. Bah alors, est-ce que c'est de la satisfaction? Je crois que la satisfaction, je l'ai dans le journey en général, c'est-à-dire que moi, le fait que j'arrive à tous les jours à continuer à aimer ce que je fais et pas être, je ne sais pas moi, blasé, dégoûté ou de se dire ah j'ai pas envie de me lever ce matin. J'ai toujours envie de me lever le matin, j'ai toujours envie d'aller servir mes clients, j'ai toujours envie de développer, j'ai toujours des idées de grandeur. Je développe et puis il y a de bonnes choses qui s'en viennent, donc je suis super contente parce que ce matin j'ai eu un très très beau rendez-vous et je peux pas encore le dire, mais voilà, c'est pour un changement de local, mais avec la possibilité d'expansionner ailleurs au Canada, donc c'est super cool. Et, c'est juste satisfaisant déjà le journey. Alors c'est sûr que le fait de voir que j'ai continué malgré la pandémie, c'est pour moi c'est un. Je remercie la vie, je me remercie moi-même. Hein, je vais faire comme Snoop Doggy Dogg Le qui faux. disait I thank myself. Là, il m'avait fait rire, mais il a raison. Je me remercie d'avoir cru en mon propre projet. Je remercie la vie de m'avoir donné la santé mentale et physique parce qu'en réalité, notre pire compétiteur et notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. En réalité, il n'y a personne d'autre. On peut être notre meilleur ami comme on peut être notre meilleur ennemi. Et si tu n'as pas la force physique et mentale pour te dépasser, ce ne sera pas la faute de X, Y, Z. Elles peuvent être ça peut être, comment dirais-je, un paramètre, comme la compétition qui a été déloyale. Ben, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Tu comprends? Moi, ce que j'avais à faire, c'était de ne pas dépasser ça. Et donc, c'est de ne pas se mettre au même niveau que l'ennemi, c'est de le dépasser autrement, mais c'est te dépasser toi-même. Donc, au final, comme je te dis, au final, aujourd'hui, je les remercie parce que si elles ne m'avaient pas fait ça, ben, j'aurais peut-être pas traversé non plus la Covid. Mais j'avais tellement été déroutée, dégoûtée de l'humain à ce moment-là, Oui. que quand ça a été une catastrophe naturelle, je me suis dit, bah, ça, c'est une catastrophe naturelle. Il y a plus alors, je pense que dans la vie, à nouveau, ce qui ne te tue pas te rend plus fort et c'est ce que ça m'a permis et voilà. Alors justement, quels sont les trois enseignements clés de ton parcours, Sarah Gribi? Ben, l'enseignement clé, le premier, c'est de stick to your value. Si tu as des valeurs, quelles qu'elles soient, il faut que tu restes, comme ils disent au Québec, droit dans tes bottes, dans ces valeurs-là. Parce que sinon, tu vas être très facilement dérouté. Tu vas te dire peut-être que je devrais faire ça parce que ça, c'est la mode où les gens veulent de la superficialité, il faut être superficiel, whatever. Mais il faut rester sur ce que tu es toi-même. Parce qu'en fait, si tu veux ressembler à quelqu'un d'autre, si tu veux faire comme les autres, ben, en fait, tu te perds. Et ça, c'est important. Donc, la première, c'est de rester sur ses propres valeurs. La deuxième, je dirais de bien s'entourer. Parce que par exemple, moi j'ai fait une grosse erreur il y a 3 ans, j'ai pas honte de le dire. Si ça peut aider des gens, je préfère le dire pour pas qu'ils aient à vivre ça. Mais à 3 ans, j'ai fait confiance à un propriétaire de local commercial et parce que moi je suis comme ça, c'est-à-dire que moi si je te dis un truc, ben c'est vrai, j'ai pas besoin pour moi c'est vrai, puis c'est tout. Alors dans ma tête, ben, ce qu'il me disait c'était vrai, j'ai pas pensé qu'il était en train de me gruger et c'est ce qu'il a fait.
Et donc, malheureusement, j'ai eu à payer un loyer pendant 3 ans qui était hors de prix parce que je m'étais entendue sur un budget. Il m'a dit que c'était ça, mais après, il m'a rajouté des taxes commerciales, des taxes, je ne sais pas quoi. Enfin bref, mon loyer a été exponentiel. Donc, je me suis dit, bah, c'est ta faute. Tu aurais dû. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Encore une fois, lui, il aura dealé avec ses propres mensonges. Ça, c'est pour ça que je dis toujours, la vie va s'occuper de lui. Et d'ailleurs, 2 semaines après, sa jambe s'est cassée. Oh, Mais bon, je ne dis pas parce qu'on se casse la jambe que ça veut dire forcément, mais on deal avec ce qu'on doit faire. oui. Et moi, ben, je me suis dit, tu aurais dû prendre un avocat. On Parce qu'à apprend. vouloir, et c'est ça, on apprend, et puis je crois qu'en tant qu'entrepreneur, on se dit, oh, mais si je peux économiser un peu d'argent là, là. En fait, non, entourez-vous et n'hésitez pas à payer un avocat. C'est-à-dire que vraiment, pour faire une économie de 200 $, si ça te coûte 3000, vaut mieux faire le 250 $, de 200-250 $ l'heure d'avocat, plutôt que d'avoir… ça m'a coûté plus que 3000 $, cette erreur. Donc ça, c'est une erreur que je ne referai plus. Mais au moins, j'ai appris. Mais si je peux aussi dire aux gens, faites attention. Entourez-vous, n'hésitez pas à payer pour un service qui vous est rendu, donc un comptable, un avocat. Puis la troisième, c'est la persévérance. La persévérance, c'est ce qui va faire que… Alors, il ne faut pas persévérer. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça marche en 20 minutes, quoi, en 2 ans ou en 3 ans. Oui. Moi, il y a eu des up et des downs. C'est-à-dire que moi, dès le début, ça a marché avec Louis une robe. Est-ce que ça a marché comme j'aurais voulu? Oui, à ce moment-là. Mais maintenant, quand je vois les perspectives que je me suis lancée, etc., je n'aurais pas pu les avoir dans les 2 ans, en fait. Donc, comme quoi, dans les 2 ans, ça m'a permis de vivre, ça m'a permis de faire des choses, de remettre de l'argent dans ma compagnie pour grandir et encore grandir et encore grandir. Mais là, on est dans autre chose. Là, je veux expansionner et puis j'ai bien hâte de dévoiler tout ça. Eh bien, on te souhaite beaucoup, beaucoup de succès, Sarah Griby, Merci beaucoup, pour Fatima. Blue Robe. Merci pour ta simplicité, pour ton authenticité, ta joie de vivre, tout ce que l'on ressent là à travers l'écran, mais on sent une Merci. belle personnalité, une belle âme. Euh, Merci. voilà, donc merci d'avoir répondu à nos questions et puis à très bientôt. Merci infiniment pour l'invitation et plein de bonnes choses aussi à vous et à tout le groupe Agora Alliance. Merci. Bye bye. À bientôt. Bye À bye. Au bientôt. revoir. Bonne journée. Merci.